Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront à nous plus tard, quand le moment opportun se présentera. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 27 de Discuter entre les dés. Et autour de ma table, j'ai aujourd'hui Annabelle Bureau. Bonsoir. Et Bonsoir. Pierre-Philippe Renaud. Allô, Pépé. Bonsoir, bonsoir. Oh. Vous allez bien? Oh, bien, comme ça peut aller, puis toi? Mais voyons, Ça va, oui, c'est ça. c'est quoi ce J'espère. personnage-là? On le connaît pas. Je sais pas, je sais pas trop, je sais pas. Ça va, non, ça va bien, vous autres? Ça Ça va, va, oui. ça va. Bon, Et parlant de personnages, nous avons décidé de sortir tous nos parchemins sur lesquels nous avions peut-être ou pas, dépendamment, ce sera peut-être l'une des premières questions pour l'épisode de ce soir, écrit un historique de personnages à partir de questions. Donc, on sait qu'un peu plus tôt, dans le mois qui a suivi, qui a précédé plutôt, Pépé a fait une vidéo sur 20 questions pour aider à construire un personnage et on voulait aller un petit peu approfondir ça. Et aujourd'hui, on va donc se parler, aborder les 10 questions pour bâtir un historique de personnage. Mais avant de vous présenter chacune de nos interrogations personnelles, on va y aller un peu chacun notre tour. J'avais quelques questions pour Annabelle et Pierre-Philippe. Tout d'abord, vous, en tant que joueur, est-ce que vous êtes plutôt du genre à écrire énormément? C'est quoi votre rapport à l'écriture de votre historique? Est-ce que vous écrivez rien? Est-ce que vous êtes plutôt équilibré? Ou est-ce que vous avez recours à des stratégies particulières et récurrentes, par exemple de laisser des trous à remplir pour le DM, ce genre de choses? Comment vous vous positionnez en tant que joueur lorsqu'arrive le moment d'écrire finalement son historique? je vais lancer la balle à Annabelle, je vais laisser commencer. D'accord. Moi, c'est sûr que la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, ça dépend, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour une campagne? Est-ce que c'est pour un one-shot? Est-ce que c'est pour une mini-aventure? Tout ça va vraiment influencer mon rapport personnel à l'écriture de personnage. Au point où, si c'est vraiment juste un one-shot, puis que ça dépend aussi du système de jeu, ça dépend d'un paquet d'affaires, mais si, mettons, je pense à un DCC ou à une histoire où on a peut-être des personnages un peu plus jetables, à ce moment-là, pour de vrai, je ne vais pas rien écrire et je vais m'assurer de me présenter au reste du groupe un peu plus tard parce que je vais vraiment baser mon personnage sur l'état général du groupe. Je vais me servir de ce que les autres ont dit pour venir vraiment pallier à, comme essayer de rétablir un équilibre dans le groupe. Ce qui fait que je me prépare vraiment rien, à moins que ce soit là, comme avec un thème précis, si c'est, je sais pas moi, dans l'espace, c'est cosmique ou si c'est au Moyen Âge ou quoi que ce soit, je vais peut-être comme centraliser un peu plus mon idée, mais vraiment, là, à ce niveau-là, personnellement, je ne fais rien, ou presque, pour trouver un nom. Par contre, là, si on parle vraiment d'une campagne plus longue ou d'envergure, là, tu sais, mettons, je pense à Obélien ou ça avait été Kids on Brooms ou d'autres campagnes un peu comme Mouse Ritter, par exemple, malgré que là, c'est un peu différent puisqu'on parle encore une fois de personnages un peu plus jetables. Mais bref, là, je vais me faire un document personnel avec des notes, mais ça va toujours être assez concis parce que je veux me laisser beaucoup de place à l'exploration en jeu et aussi, dépendamment si j'ai parlé ou non avec mes collègues de table auparavant, me laisser de la place à l'improvisation pour encore une fois venir essayer de rétablir un équilibre dépendamment de ce que eux vont offrir comme personnalité. Fait que c'est vraiment, puis je pense que je ne l'ai jamais fait, c'est vraiment rare que je me présente en premier parce que je vais tout le temps essayer de me créer un personnage qui va venir fitter avec le groupe ou pas fitter, voir dépendamment c'est quoi l'histoire. Là. Mais ouais, mon écriture de personnage est tout le temps très euh, euh, brève, mais concise dans les questions que je vais me poser parce que je travaille beaucoup avec les questions. C'est pas mal ça, j'ai à dire. OK, fait que les grandes lignes, finalement, plus que Ouais, quelque chose de très détaillé, d'approfondi. oui, c'est ça. Je me laisse de la place à l'improvisation, puis je veux pas me sentir trop coincée dans un Mhm. cadre. Tu sais, je vais me faire une boîte, mais une boîte avec de la place. OK, excellent.
Pépé, mettons qu'on passe à une longue campagne parce qu'effectivement, là, dans un one-shot ou nécessairement dans des jeux comme Monster Hunter ou DCC où il y a beaucoup de hasard où on brasse les bonhommes, là, notamment, là, où on prend des personnages préétablis, ça se prête un peu moins. Quand on parle d'historique, souvent on parle de soit une mini-campagne ou une longue campagne ou bien quelques parties. Comment tu fonctionnes de ton côté, Pépé? Déjà, très bonne question. Merci, Marika. Seulement de mentionner que je suis pas mal, en fait, dans les mêmes eaux qu'Annabelle à ce moment-là, parce que souvent, dans une campagne longue, je vais rarement avoir le rôle de. J'ai pas un rôle de leader dans des campagnes en tant que joueur. J'ai pas un rôle de personne qui va souvent prendre les initiatives. Je suis beaucoup plus en rôle de support, de soutien. Et de ce fait, souvent, je fais quand même vraiment attention à justement attendre un peu, voir l'ambiance, le mood, on va dire le type de personnage avec lesquels je vais interagir tout le long de la campagne pour, on va dire, former un peu plus on va dire, le caractère en soi que je vais jouer. Tu sais, on prend par exemple la garde partagée avec laquelle où est-ce qu'on est joueurs, les trois ensemble. Je veux pas, oui, c'est épisodique, mais ça demeure que nos personnages, justement, reviennent entre les parties et tout ça. Fait que je considère qu'il y a une certaine construction qui se fait au travers des épisodes. Là. Il y a des choses qui reviennent et tout. C'est un peu la même formule que je prends à chaque fois, c'est qu'au final, je souvent prendre des caractères de personnages ou on va dire, de personnalités connues, puis je vais, on va dire, les mixer ensemble pour essayer de créer quelque chose avec ça, puis me dire, à la base de mon personnage, c'est comme un mélange de ces deux dudes-là ou de ces deux personnages-là. Puis par la suite, ben, je vais construire par-dessus à mesure que les games vont avancer. Moi, je suis un gars qui va plus construire justement sur ce qui se déroule dans la partie va venir jouer un rôle plus important dans la personnalité et dans, on va dire, ce que mon personnage représente en tant que valeur et en tant que ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, contrairement à son passé. On va dire ça comme ça. Fait que souvent mettons que je vais, des fois, c'est comme stratégique, là, c'est de se dire, OK, hey, il vient de se passer telle chose dans la partie, et c'est comme intéressant, puis en même temps, on dirait qu'on n'a pas beaucoup rebondi là-dessus. On pourrait comme tous rebondir sur cette idée, puis voir un peu à quel point ça pourrait justement être pertinent dans la partie. Et de ce fait, ben, je vais comme volontairement relier mon personnage à on dirait à ce concept-là, en me disant, j'avais absolument pas pensé à ça, mais puisque ça a été présenté, puisque ça a été mis sur la table par le maître de jeu, on va dire cette facette-là de la partie, que ça pourrait être intéressant que mon personnage soit associé à ça, ben à ce moment-là, je vais le créer, je vais l'intégrer dans une histoire qui est pour l'instant encore parsemée de trous. Fait que c'est ça. C'est qu'au final, j'ai beaucoup de construction pendant la game, contrairement à d'autres personnes qui vont justement vouloir plus prendre le temps de finir leur personnage. Puis, juste une petite parenthèse là-dessus, je pense que ça fait un peu partie de pourquoi est-ce que j'aime beaucoup le concept de DCC, puis on va dire les jeux qui tournent autour de ce jeu-là, parce que qui utilisent en fait le format de l'entonnoir, du funnel, parce que lorsque tu fais un funnel, lorsque tu fais une partie qui est justement à la niveau zéro, ton personnage n'a pas de vécu encore. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas rien. Son vécu, tu le vis pendant que tu le joues. Fait qu'au final, tout se déroule pendant la partie. Il n'y a pas de genre, mon personnage a vécu, a voyagé à telle place. Mais non, c'est pas encore arrivé. Tu vas le vivre dans la game. Fait que on dirait que c'est plus à ce niveau-là que je me retrouve, je te dirais. Puis, juste parce que tu as dit quelque chose un peu plus tôt, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu prends toujours des inspirations de tes personnages de la culture populaire? Quand tu te dis, mettons, je vais prendre un petit peu de ce personnage-là et ce personnage-là, est-ce que tu t'inspires comme tout le temps de quelque chose qui existe déjà? Euh, mm, Pas nécessairement de quelqu'un, pas nécessairement de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi juste un mood ou une ambiance qui va être reflétée par une œuvre de fiction ou quelque chose comme ça. Tu sais, au OK. final, j'ai tout le temps l'impression puis je sais que des fois, il y a des gens qui sont bien fiers de se dire que c'est pas le cas, mais je colle bullshit là-dessus. Là. Il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui est Ouais. comme nouveau. Là. Tout Tout est a déjà inspiré été par fait. quelque chose. Puis même quand tu le sais pas, tu es inspiré par quelque chose. C'est ça qui. Fait que ouais, je dirais ça. OK. Cool. Ouais, puis Félix m'avait déjà conseillé ça, là, de partir de deux, mettons, personnes d'ailleurs, pour créer mon personnage de la garde partagée. Puis finalement, ça n'a vraiment pas été une bonne stratégie pour moi. Mais je sais que Félix fait ça aussi. Mais justement, moi, je suis à l'opposé là, de vous deux. Là. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime pas ça, les funnels, puis ce genre de trucs-là. C'est que moi, j'écris, mais nécessairement, ça va aussi avec cette idée que j'aime écrire. Donc, nécessairement, la création de personnage, pour moi, ça passe par écrire une histoire au personnage avant même que l'histoire soit commencée. Peut-être que justement,
ça me restreint dans ce qu'offre le DM, dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, ben, vu qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses décrites sur mon personnage, ben, dès qu'il y a une perche qui m'est lancée, je peux essayer d'en faire quelque chose. Fait que moi, de mon côté, c'est plus comment ça résonne, ces choses-là, par rapport à ce que je sais déjà. Moi, je pense que ça me rassure de savoir qu'il y a des choses qui sont ancrées pour le personnage. Mais je suis quand même, je vais déroger un peu de mes questions parce que vous avez mentionné quand même deux approches assez similaires, Pépé et Annabelle. Et vous avez tous les deux dit, on va beaucoup, pas s'asseoir, mais s'inspirer de ce que les autres vont proposer, dans le sens où vous ne prenez pas nécessairement le lead, mais pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'êtes pas le genre de joueur qui allait se présenter en premier, qui allait vouloir nécessairement pas être le personnage central, mais avoir une certaine importance ou vous-même influencer? Parce que si vous vous retrouvez, par exemple, dans une campagne où vous êtes Pépé Annabelle et un autre joueur qui a la même tendance que vous, il va falloir que quelqu'un prenne le lead. Donc, c'est quoi, selon vous, pourquoi vous avez cette tendance à vous inspirer et pas nécessairement dire OK, là, je me crée un personnage puis ça va être moi qui va influencer les autres? Parce que je suis un crise de boue. Non, c'est plus sérieusement. Parce que. Non, tu sais, je suis un gars. Plus J'aime pas sérieusement. ça. Non, J'aime pas ça. Non, plus sérieusement, ben, c'est plate un peu à dire, mais parce que je me retrouve moins dans le rôle de joueur que dans le rôle de maître de jeu au final. Moi, je suis un maître de jeu de longue date, puis c'est surtout ça que j'aime faire. Fait que mon plaisir en tant que personnage, lorsque j'incarne un rôle, c'est de surtout m'arranger pour que les autres personnages soient capables de tirer leur épingle du jeu. Fait que je vais tout le temps justement vouloir être plus complémentaire à ce qu'eux sont capables de faire et leur permettre de grandir et on va dire, de se développer durant la partie. Et simplement que j'ai comme moins le fun. J'ai moins de fun à justement vouloir me monter une grosse histoire complexe et complète et de vouloir comme vraiment intégrer ça dans le jeu. Mais justement, parce que mon personnage, puis c'est un peu pour répondre exactement sur ce que tu viens de dire, Marika, parce que mon personnage est souvent peu défini au début et qu'il se définit au courant de la partie, ça m'offre en fait assez de jeu, on va dire, de matière élastique pour pouvoir réagir si justement il n'y a pas de personnage fort, s'il n'y a pas de personnage qui prend le lead, s'il n'y a pas de personnages qui sont en tête. Alors que ça serait un peu bizarre si j'ai comme un gros background, j'ai comme quelque chose de super expliqué, de super complet, puis que je l'ai mis comme vraiment de l'avant dès la partie 1, puis qu'à partir de la partie 4, je me rends compte que c'est personne qui prend le lead, ben je vais le prendre, puis ça ne fit absolument pas avec mon personnage comme il était les 4 dernières games. Ben, c'est pour ça. C'est un peu pour ça, je dirais. Excellent. Annabelle, t'es dans la même vague que Pépé ou? Oui, puis non. Oui, j'appuie en fait si jamais personne prend le lead, je vais le prendre. Tu sais, c'est quelque chose que je pense que j'ai déjà fait auparavant de faire comme ouh, tu sais, mais c'est pas ma chose préférée à faire. Puis je pense qu'en fait que c'est littéralement un manque de confiance qui se transmet en genre de générosité un peu gênée. Là. Fait que je suis comme, prenez la place, tu sais, parce que je suis pas sûre encore de ce que je fais. Mais fait que je pense qu'il y a de ça qui s'installe là-dedans, puis de pas vouloir non plus construire quelque chose de trop, puis de m'y attacher, puis que là, soudainement, on fasse, hop, non, ça marche pas en tout, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi, mais j'aime le jeu de rôle quand je peux être un peu plus passive qu'active. Puis je me rends de plus en plus compte. J'aime ça regarder l'histoire se construire devant moi, puis oui, y participer, mais j'aime ça voir les autres interagir entre eux, puis j'aime ça voir que l'apport de mon personnage va peut-être contribuer à la création d'un univers qui plaît aussi aux autres. On dirait que mes actions se font en considérant le plaisir commun et le plaisir de la partie. Fait que de pouvoir me laisser ce petit recul-là, puis de ne pas pouvoir me mettre en avant-plan va faire en sorte que oui, des fois, je vais prendre le lead si c'est important pour mon personnage. Tu sais, reste que ces personnages-là ont des valeurs puis ils ont des intérêts, même si c'est pas quelque chose qui a été établi dès le départ. Mais c'est surtout, je pense que au-delà des personnages, il y a les joueurs autour de la table, puis j'aime vraiment ça observer. C'est quelque chose que j'aime particulièrement du jeu de rôle, c'est d'assister. OK, excellent. Hey, c'est bon parce qu'on est quand même assez à l'opposé, là. Moi, je suis vraiment active dans une partie de jeu de rôle. J'aime pas du tout être passive, donc je vois que c'est cool. On a des opinions différentes. Et
allons un peu plus spécifiquement dans notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'en plus, on a déjà fait un discuté entre les deux qui portait un peu sur la construction de personnages, mais là, on voulait vraiment parler d'élaborer finalement un historique à partir de questions-réponses. Selon vous, pourquoi c'est facilitant de prendre cette stratégie-là? En quoi est-ce que c'est bénéfique, contrairement à, par exemple, un DM qui dit ben, envoie-moi une page Word de ton historique, mais plutôt de partir de questions. Aussi, est-ce que vous préférez que ces questions-là, elles viennent du DM ou est-ce que vous préférez qu'elles soient formulées par vous-même? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a des points forts d'un côté, des points faibles? Comment vous abordez ça? En quoi c'est bénéfique? Non, c'est une grosse question, ça. Tu veux-tu y aller, Annabelle, ou je peux y aller? Ben, je vais y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben oui, j'ai le temps de se penser. En fait, comment je le vois, je ferai de toute façon des questions. Fait que c'est pas dans mon exercice personnel. Excuse-moi, j'ai passé pas, je m'étouffer, je vais tousser. Tu mets à vomir, de même live. Larry, en vomissant. Pour les gens qui nous écoutent en audio. Non, mais tu sais, quand t'as un petit filet là, proche des Ouais, cordes ouais, vocales, je sais, ouais, ouais. soudainement, t'as l'air d'être sport de pleurer. Voilà. Ouais. Ça me touche beaucoup, cette question. Ben là, c'est juste des personnages, Annabelle. Pleure pas. Quoi? Non, en fait, c'est ça. De toute façon, je ferai des questions parce que je trouve que ça structure ma pensée. C'est de la manière que je fonctionne aussi quand je fais de l'écriture théâtrale, de l'écriture personnelle. Quand j'écris la fiction, je vais toujours structurer ma question toujours structurer ma pensée par des questions. C'est quelque chose que je fais genre depuis toujours, là, depuis toute ma scolarité. C'est une méthodologie que j'ai qui fonctionne bien avec comment mon cerveau fonctionne. Euh, j'ai jamais vraiment réfléchi pourquoi. Mais c'est ça, c'est une façon de structurer ma pensée pour ensuite pouvoir, si je veux, l'étoffer plus tard, puis en faire un bloc de texte, puis en faire une dissertation ou quoi que ce soit. Mais si je fonctionne par question, je fais comme des chapitres dans ma tête, puis ça, c'est fait. Et je préfère, quand c'est des questions qui viennent du DM, ben, j'ai l'impression que ça va être personnalisé avec sa campagne. Mhm, J'ai l'impression que ça va être des questions, en fait, qui vont venir remplir des coches qu'il y a à cocher dans son histoire, tu sais. mhm. Après ça, rien ne m'empêche de moi rajouter mes questions personnelles qui vont faire en sorte que je sais que si je réponds à ça, je vais mieux jouer. Mais c'est sûr et certain que si le DM a des questions en particulier, je vais répondre puis je vais peut-être comme pousser un peu plus là-dessus parce que ça doit vouloir dire quelque chose. OK. Fait que même si c'est déjà ta stratégie pour te finalement te structurer, ça ne te bloque pas que quelqu'un t'impose, disons, des questions. Non, même au Ça, contraire, je trouve que ça devient un échange puis pas juste un fais-moi un backstory, bye bye, tu sais. ouais. OK, excellent. Donc, quelque chose de collaboratif finalement. Ouais, exact. OK? Pépé? Si tu as besoin d'y Euh, réfléchir, je peux non, non, répondre non, non, aussi. non. Ce D'accord. que disait Annabelle était très pertinent, là. C'est pour ça que je hochais de la tête. Mais au final, je me retrouve un peu là-dessus aussi. En fait, je pense que le côté d'avoir des questions, pourquoi est-ce que je trouve ça pertinent et que je priorise souvent cette méthode, c'est parce que c'est purement d'un point de vue utilitaire. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup que ça soit fluide. Je suis un gars qui aime beaucoup que ça soit, tu sais, que ça soit justement concret, mais que j'aime pas ça quand je me perds dans des longues méandres infinis d'un long texte tolkienien qui va m'expliquer en 30 pages le fonctionnement d'une montagne, là. Fait que c'est pour ça que j'aime ça que ça soit comme assez straight to the point avec genre des questions-réponses. Pourquoi est-ce que mon personnage est comme ça? Pourquoi est-ce comme ça? Puis c'est un peu, je pense que c'est aussi un peu une déformation professionnelle parce que c'est le genre de choses qu'on faisait beaucoup lorsque j'étais vraiment plus dans le milieu de l'éducation, en orientation, avec tout ce qu'on appelle les questions, voyons, les questionnaires, tu sais, genre, exemple, quel type d'employé es-tu? Et des choses comme ça. C'est que c'est très, très, très concret et ça veut vraiment être le plus simple possible et le plus compréhensif possible pour que la personne qui le remplit n'aille pas, on va dire, d'interprétation tant subjective que ça de la question. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Pour que ça Mhm. soit vraiment le plus clair aussi, autant pour le DM que pour le joueur. Tu sais, mettons que le joueur, il écrit un backstory, puis que l'écrit de manière à ce que ce soit écrit au jeu comme si c'était son personnage qui racontait, on va dire, son histoire jusqu'au moment où la campagne commence et que c'est hyper subjectif et que c'est hyper, genre, de son interprétation. Je trouve ça difficile pour le DM de se dire, c'est vraiment ça qui est arrivé? C'est vraiment Mhm. ça? Le gars qui aime pas, il l'aime-tu pas parce que lui, c'est parce qu'il est pas fin ou parce que le joueur en soi, son personnage est pas correct? Puis ça devient comme plus difficile. Et du point de vue DM, je trouve ça aussi très intéressant que le DM puisse imposer des questions parce que, comme le mentionne si bien Annabelle,
ça permet en fait d'implanter aussi l'univers dans lequel le joueur va évoluer. Puis ça, si tu me permets, Maïka, je fais un peu un reflet avec Ricochet sur ce que j'avais mentionné dans la vidéo en question que j'ai faite sur les questions. C'est qu'il y a l'aspect de se dire, tu peux imposer les questions aux joueurs comme ça. C'est plate à dire, de même, mais au final, je trouve que c'est aussi très utile. Ça le force un peu à réfléchir à des réels événements ou à des réels contenus qui se déroulent dans la campagne. Et comme ça, ben, il n'y a pas le choix de s'impliquer. Là. Il n'y a pas le choix. Puis si la personne, volontairement, répond à la question en faisant comme mon personnage s'en fout, ben, il y a peut-être un problème. Il y a vraiment un problème d'implication dans l'histoire qui va se dérouler. Là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Puis c'est drôle parce que je vois beaucoup de sondages, des fois, passer là-dessus sur certains groupes Facebook. J'ai l'impression que c'est très fort, par exemple, en Donjon Dragon, où les gens aiment beaucoup que le DM n'ait pas une grosse campagne de prévu, puis que ça jamme avec les joueurs, direct en partant sur comment ça va se dérouler, puis tout ça, puis le déroulement des aventures, et que ça se construit à mesure que les joueurs avancent. C'est un peu comme un sandbox. Oui, OK, mais à un moment donné, je suis comme, faut que le DM aussi ait comme, on va dire, son implication d'une certaine limite. Je me considère pas comme un DM qui fait beaucoup de world building en général. Fait que le peu que je fais, prenez-le au sérieux. Si je vous l'implante dans une question, prenez-le au sérieux. Fait que ouais, je dirais ça. Ouais, c'est bon parce que tous les deux, en fait, vous avez abordé les deux pôles qui sont importants, à savoir les joueurs et le DM. Je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Encore faut-il que tous les joueurs répondent à toutes les questions. Je pense que ça devient à ce moment-là, alors que tout le monde se prête au jeu, un excellent outil d'analyse pour le DM, là, comme vous l'avez mentionné. Ça va lui permettre à lui assez rapidement de se faire une tête sur les personnages qui vont entrer dans son univers et vice-versa. C'est-à-dire que les joueurs vont aussi pouvoir comprendre finalement quels sont les éléments auxquels le DM accorde de l'importance pour son scénario ou sa campagne. Fait que, tantôt, Annabelle parlait de collaboration. Je pense que c'est important que les deux parties, pour la compatibilité des joueurs du DM et entre joueurs aussi, ça se fasse bien. De cette façon-là, tout le monde va partir sur les mêmes informations. Donc, je pense que c'est une façon équitable de travailler la narrative de chacun aussi, parce que c'est sûr que, par exemple, si des joueurs, parce que souvent, quand on ne parle pas de questions, je crois que l'une des faiblesses, justement, de juste dire, ben, écris-moi une page Word sur ton passé, ben, il y en a qui ne le feront pas. Fait que là, après, c'est plus difficile pour le DM d'inclure des fois ces joueurs-là dans une partie parce que tu ne peux pas aller piger un peu dans la personnalité ou des événements ou justement des valeurs si on ne t'a rien donné. Je veux bien laisser des trous, mais quand le trou, c'est juste un néant, c'est un peu dur parfois pour le DM. Fait que je Si pense je que peux me ça permettre. permet. Oui, vas-y. Ouais, Non, vas-y. excuse-moi. Non, vas-y, termine ta phrase, excuse-moi. Ben, j'allais juste dire, je pense que ça permet justement une certaine égalité entre les joueurs en ce qui concerne finalement mettre de l'avant ou mettre en lumière leur personnage. Ouais. OK. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, je l'ai dit, en fait, que je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Puis, si tu me permets, je rajouterais même que ça permet aussi de faire le contraire, dans le sens que ça permet de cadrer à une certaine limite aussi ce que les joueurs peuvent faire, parce que autant tu as le joueur qui va justement faire une page blanche, puis autant si j'ai tout le monde répond à des questions, puis j'ai un joueur qui me fait 12 pages de texte là, pour une histoire, je vais faire. C'est pas seulement mandat, tu sais. C'est pas, non, c'est ça. C'est pas de même que ça marche. Fait que, c'est pour ça que il y a comme, ça permet d'un côté comme de l'autre de faire un certain cadrage. Puis je pense aussi, en fait, que c'est un très bon outil pour ceux et celles qui ne sont pas capables d'être. En fait, qui n'ont pas les mêmes capacités d'écriture fictive qu'on pourrait peut-être tous autour de la table en ce moment avoir. Tu sais. Je sais qu'on est trois personnes qui. Puis on répond à ça d'un point de vue de personnes qui sont capables d'écrire d'écrire de la fiction, puis d'écrire beaucoup si on voulait. Mais il y en a pour certains que c'est la partie la plus difficile, en fait, de jouer à un jeu de rôle. Puis je pense qu'avoir des questions comme ça, puis de répondre à un quiz, puis de répondre à des questions concises de une phrase, deux phrases, une ligne, deux lignes, ben, ça permet à ces gens-là de pouvoir développer un backstory sans avoir à se casser la tête, puis en se disant « Oh mon Dieu, ça me tente tellement pas », puis genre « Je suis pas bon, je suis pas bonne, fuck off, je le fais pas », tu sais. Fait que je pense que ça va élever ces gens-là, puis peut-être donner justement une équité autour de la table de faire comme c'est pas parce que toi, tu as de la difficulté que ton personnage va être moins intéressant puis va être moins impliqué dans l'histoire, dans le backstory de l'univers. Ouais, puis ça met pas non plus la personne devant possiblement une de ses faiblesses qui est l'écriture. Tandis que si tu demandes ça à quelqu'un, c'est pas nécessairement sa capacité, tandis que répondre à des questions. Ça se peut que tu trouves ça difficile, même répondre à des questions, c'est possible. Mais c'est moins. Je pense que ça vient moins avec une pression que de devoir écrire à partir de rien.
Mais tu peux aussi trouver des questions restreignantes. Moi, je pense qu'à certains niveaux, peut-être que les questions, je trouve ça très structurant, puisque moi, ma façon de fonctionner, ça ne serait pas des questions à la base. Ça serait vraiment chronologiquement des événements qui sont arrivés au personnage. Ce qui, finalement, va venir avoir un impact sur ses valeurs, parce que c'est à partir des événements que le personnage va avoir développé ses valeurs, par exemple. Mais ce que j'aime aussi par rapport aux questions, c'est que, surtout quand, en fait, quand elles viennent du DM particulièrement, c'est qu'il va il ou elle va probablement me poser des questions auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Donc là, ça vient me surprendre en tant que joueuse en faisant comme hey, si je n'avais pas reçu cette question-là, probablement que je n'aurais jamais eu cette réflexion sur mon personnage. Fait que ça m'aide moi-même justement à en savoir plus. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne façon de se laisser surprendre malgré que la liste de questions soit envoyée, par exemple, avant l'enregistrement de la campagne ou avant le début de la campagne, même si ce n'est pas un enregistrement. Et comme cet épisode s'appelle 10 questions pour bâtir un historique de personnages, nous avons tous les trois élaboré certaines questions qu'on trouve intéressantes. Puis bon, je l'ai mentionné plus tôt, Pépé a fait une vidéo avec les 20 questions. On a essayé d'aller ailleurs là, pour ne pas être redondant. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer avec ces questions puis expliquer en quoi cette personne trouve que ces questions sont pertinentes, qu'est-ce qu'elle apporte. Si vous voulez, je peux commencer comme ça, je vous laisserai terminer et je vous laisserai toute la glace. Il y en a peut-être qui ressemblent à ce que Pépé t'avait dit, par exemple. Je pense que la première était peut-être dans ton top 20, mais je ne suis pas sûre. Vas-y donc. Je me suis rendu compte que je n'ai pas été voir les questions à Pépé, puis là, sont-ils disponibles à quelque part? D'un coup, j'ai écrit la même affaire. Oui, ils sont dans la description de la On a la vidéo description de la YouTube. vidéo. Parfait, Ouais. merci. Voilà. C'est ça, moi, ça se pourrait que la première, elle soit dedans. C'était quel secret le concernant votre personnage ne voudrait pas qu'on découvre? Mhm, Se ouais, peut-tu? dedans. C'était dedans? Oui. OK. Bon, ben peut-être que je vais y aller assez rapidement. Là. Non, Peut-être que non, vous mais prends l'aurez. le temps quand même. Je trouve ça intéressant que tu élabores sur le pourquoi est-ce que tu la trouves comme pertinente dans son contexte. Là. Je veux dire, maintenant, j'aime ça savoir aussi l'opinion des autres. Ben, à la lumière des personnages que vous m'avez vu jouer, je pense que c'est assez clair que je suis quelqu'un qui aime bien jouer sur le secret. Il y en a à qui ça va vraiment taper sur les nerfs, là, des joueurs et des personnages, là, que ce soit en jeu ou en dehors du jeu. Il y a beaucoup de gens qui trouvent notamment que c'est pas nécessairement jouer en équipe. Mais moi, au contraire, même quand c'est pas moi qui a des secrets, je trouve que c'est cool de voir un personnage avec des secrets parce que ça nous pousse à rester justement captifs de cette histoire-là, d'en savoir plus. Puis évidemment, le but, c'est qu'il soit révélé éventuellement. Mais je pense aussi que ça donne beaucoup de jeu au DM. Parce que c'est souvent lui ou elle qui va décider, ou du moins qui va finalement mettre son pied à terre pour faire comme OK, là, arrive le moment où il va y avoir une fuite. Puis ça, je pense que ça donne un bon stress aux joueurs de savoir qu'un jour son secret sera révélé et qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. On peut en avoir, mais je pense qu'il n'y en a pas nécessairement. Donc ça, j'aime bien. Une autre, puis ça, j'adore ça parce que on n'a pas besoin d'y penser très longtemps, ça veut tout dire. C'est une phrase ou une sorte de motto qui peut représenter ton personnage. Et ça, je trouve que c'est plus facile, par exemple, pour les joueurs ou les joueuses qui ont de la difficulté à improviser parce que ça peut devenir un catchphrase. Puis ce catchphrase-là peut rapidement donner le ton pour ton personnage si tu as plus de difficultés à mettre de l'avant tes valeurs ou dans une longue campagne, à respecter vraiment la personnalité. Je pense que d'avoir ce motto-là en tête et de te dire c'est ça qu'il représente, il faut que j'y aille vers ça, c'est plus simpliste que de partir d'un super gros background, justement. Et ma dernière, puis celle-là était peut-être dans le top 20 aussi. Je pense que j'ai fait ça avant que tu fasses la vidéo, Pépé. Parce que c'était censé être l'épisode du mois de janvier, cet épisode. Voilà, vous savez maintenant les dessous de nos enregistrements. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que votre personnage a un ennemi juré? Si oui, pourquoi une telle animosité existe-t-elle entre eux? Est-ce que c'était dans ton top 20? Non, non, non. OK. Excellent. Donc, souvent, on va demander est-ce que ton personnage a un allié? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux protéger ou que tu chéris? Moi, j'aime ça l'inverse. Vous avez vu, moi, j'aime les secrets, les affaires dark, les ennemis, parce que j'ai souvent demandé ça à mes joueurs dans des campagnes en présentiel. Puis l'idée, c'était de les faire retentir à un moment donné, ces ennemis-là qui de prime abord, n'existaient pas dans mon univers créé, mais qu'éventuellement, j'allais faire arriver ou qu'il allait avoir une mission annexe ou quelque chose. Puis de savoir
qu'est-ce qui fait en sorte qu'un personnage en déteste un autre? Ça en dit beaucoup sur les dynamiques qu'il va y avoir dans le groupe aussi, entre les joueurs. Parce que c'est sûr que si un joueur me dit, ben, je le déteste parce que c'est un foutu vantard, puis que finalement, dans la gang, il y a aussi un barde qui dit que son premier défaut, c'est d'être vantard. Déjà, je sais qu'il va y avoir des dynamiques. Fait que je pense que ça peut justement permettre cette question-là, un outil d'analyse qui va me permettre d'avoir un visuel plus global sur mon groupe de joueurs, même si éventuellement, ça va surtout me servir pour des NPC, par exemple. Fait que ça, c'était 3 questions de mon côté. Annabelle, Pépé, qui veut y aller avec ces questions? Vas-y, Annabelle, vas-y. Ok. C'était très pertinent, passant à Marika. C'est une très Oui, bonne puis c'est question. toutes des questions que j'utilise, en fait, Ah, dans ma bon, propre voilà. création de personnage. Fait que, tu sais, c'est pas dans le champ. Même Mhm. si toi, t'es moins Ouais. attiré par ça, ces questions-là, moi, c'est des questions que j'utilise, qui me servent à chaque fois que je crée un bonhomme. Moi, en fait, j'ai été comme la dernière à répondre. Fait que mes questions sont un peu, peuvent avoir l'air un peu différentes, un peu légères, mais en tout cas, je vais dire, mais c'est quoi mes Oh, questions. Puis... Non, vas-y, mais, sens-toi pas mal. all right. Ma première question, c'est... Aucun jugement ici. Elle est sur le bord de vomir encore. Vas-y. Ma première question, c'est est-ce que ton personnage en est à sa première aventure? Après ça, c'est relatif de savoir qu'est-ce qu'une aventure. Mais de ma propre interprétation, c'est vraiment comme d'avoir quitté sa maison pendant un bon laps de temps pour aller faire quelque chose qui n'est pas dans ses habitudes. Sur la route, parapapapam. Ow. Fait que c'est ça. Est-ce que son personnage en est à sa première aventure? Puis après ça, ben, tu développes. C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce parce que ça ne tente pas? Est-ce qu'il y en a fait plusieurs? Est-ce que c'est un retraité? Est-ce que c'est un. Tu sais, ça va comme apporter vraiment comme déjà quelque chose de tangible, autant pour le maître de jeu que pour le personnage. Puis ça va aussi déjà expliquer comment est-ce que le personnage va pouvoir réagir à certaines situations, comme par exemple un combat. Si c'est pas un guerrier, si c'est pas un aventurier, une aventurière, ben il se peut qu'il y ait des chances que le joueur décide de le jouer d'une certaine façon. Puis je pense que ça va déjà un peu euh, vendre la mèche à ce niveau-là. Ensuite, ben, pourquoi est-ce que ce personnage-là se plonge dans cette aventure? C'est quoi la vocation c'est quoi, en fait, ses motivations? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de l'argent? Est-ce qu'on a décidé de payer les joueurs une somme? Est-ce que c'est parce que c'est le goût de l'aventure? Qu'est-ce qu'il va le plonger à faire ça? Puis ça se peut que ça soit de reculons. Ça se peut que ça soit pas complètement volontaire. Ça se peut qu'on le force à faire quelque chose. Est-ce que c'est une peine qu'il est en train de purger? Euh, Bref, toutes les réponses sont possibles, tu sais, parce qu'au final, il faut toujours se dire que ton personnage aurait vraiment pu juste rester chez eux puis faire pousser des choux. Comme ça aurait pu faire ça, puis jamais partir tuer le dragon. Fait que de trouver c'est quoi cette motivation-là va vraiment teinter ses valeurs. Et finalement, j'ai un peu vendu la mèche en disant, en me trompant en lisant, mais c'est quoi la vocation du personnage? Puis, c'est pas nécessairement son métier. Des fois, ça peut être ça, là, c'est quoi sa profession, mais quelle est sa vocation profonde? Tu sais? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de comme, ben, mettons qu'on reprend le vendeur de choux, est-ce que c'est juste genre un fermier ou c'est comme, non, c'est quelqu'un qui a voulu reprendre la terre de ses parents puis de faire pousser des légumes là parce qu'il y a eu une famine auparavant, blablabla. Tu sais, on peut comme y aller très, très loin. Tu sais, par exemple, quand j'ai créé Nairou dans Obélien, je l'avais mis libraire parce que je savais pas quoi faire. Puis en fait, j'ai été à l'envers. Fait que j'ai fait comme pourquoi est-ce qu'elle est libraire? Tu sais, et non pas c'est quoi sa vocation, puis donc elle est libraire. Fait que je te lève vraiment à l'envers. Je fais comme les gens qui sont libraires, pourquoi? Tu sais, c'est pour apprendre. OK, tu sais, apprendre quoi? Ben, sur les hommes, parce qu'elle elle vient de la Terre des Elfes, elle a été sur la Terre des Hommes. OK, parfait. Mais pourquoi? Ah, ben, elle est anthropologue. Parce qu'elle veut vraiment en apprendre un peu plus sur l'univers, sur l'Empire obélien, parce qu'elle est obsédée par ça. Pourquoi? Parce qu'elle a de la misère avec sa famille. Tu sais, vraiment, là, comme, on peut faire boule de neige là-dessus, puis ça vient, si on se met à réfléchir comme à l'envers de cette façon-là, on peut y aller dans l'autre sens aussi, mais je pense que ça vient vraiment nourrir le personnage. Voilà. Excellent. Par rapport à la question, est-ce que ton personnage en est à sa première aventure? Ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, notamment, c'est que une aventure, c'est quoi? Tu sais? Puis ça me fait penser un peu à la campagne de Stormwreck Isles qu'on est en train de faire. Tu sais, dans la gang, on a comme une guerrière qui veut combattre, une ancienne soldate, puis on a mon personnage Orphina qui est une mage, qui est une érudite. Fait que
notre définition de l'aventure est complètement différente. Et la façon dont on va l'aborder, c'est oui, j'ai vécu des aventures, mais je ne me suis pas sali les mains. Je n'avais pas combattu. Moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était d'aller chercher de l'information arcanique. Donc, là, parfois, il y a cette idée de ben oui, j'ai vécu des aventures, mais selon toi, c'est peut-être pas une Ouais. aventure. Donc, je trouve que c'est cool parce que quand justement les joueurs vont se rencontrer, il peut y avoir cet échange de oh non, je suis pas du tout un aventurier. Puis quand la personne se met à dire ah, mais j'ai quand même fait ça, puis là, une autre personne serait comme ben, Ben oui. c'est une aventure. Fait que je trouve que ça, tu sais, ça permet à tous les personnages un peu de partir sur une base commune une fois que le partage est fait de Mhm. est-ce qu'on a la même expérience? Puis c'est quoi finalement avoir de l'expérience dans une aventure? Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder la chose pour le groupe, là, notamment. Oui. Là. Puis même les motivations, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on s'en va vers la même quête qu'on a la même motivation. On a nécessairement un objectif commun, mais c'est pas la même chose qui va nous pousser vers cet objectif-là. Puis encore une fois, ça crée du jeu entre les personnages autour de la table. Puis c'est ça qu'on veut, là, tu sais, quand on Oui, fait une ça peut aventure. rester, comme tu disais, des secrets. Tu sais. Ça peut être Mhm, quelque chose que le personnage va garder pour lui, puis on n'est même pas obligé de le nommer, genre que c'est pour faire plaisir à mon père mort, puis comme... ouais. Mais ça va influencer la manière que tu joues, puis ça peut être des secrets terribles aussi, tu sais, ou comme Mhm. le jour qu'on va avoir tué le dragon, mais je vais pouvoir réveiller le mage, puis genre, tu sais, comme... Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, ça peut influencer autant ton histoire personnelle que l'histoire du groupe, que l'univers autour de toi, puis je pense que c'est à ça que ça sert les questions. Tout à fait. Vas-y, Pépé, pipi. Je sens l'expert comme- des questions. Ben, en fait, je voulais seulement rebondir sur une dernière chose que vous avez mentionnée, puis c'est intéressant parce que je pense que ça pourrait être aussi potentiellement un autre sujet pour un discutant entre les dés sur ce que tu as dit, Annabelle, concernant euh, tu as mentionné justement où est-ce que l'aventurier en est justement, dans son périple d'aventurier. Est-ce que c'est sa première aventure? Est-ce que c'est son premier combat? Et même comment est-ce qu'il va réagir à un combat si c'est la première fois qu'il est confronté à ça. Et je trouve ça intéressant parce que autant ça peut venir teinter du point de vue des personnages, mais de manière méta, ça peut venir aussi teinter le point de vue des joueurs. Parce que si tu t'attends à avoir une partie très classique Donjon Dragonesque, puis que tout le monde autour de la table est dans ce mood-là de genre, on joue à Donjon Dragon, on fait un module genre Out of the Abyss, puis tout le monde est comme au même diapason à ce niveau-là. Mais tu as le joueur ou la joueuse qui se fait un personnage qui est très ancré dans une ambiance beaucoup plus réaliste où est-ce qu'il y a un combat, puis les genre, oh non, je vais mourir. Oh non, tu sais, je vais mourir. Puis qu'au final, il n'est absolument pas proactif dans la résolution de ce qui se passe. Je pense que ça peut venir créer des tensions et même certains problèmes entre les joueurs. Puis ça, je le dis par expérience parce que pour avoir joué à quelques reprises déjà, exemple avec mon frère, souvent lui va jouer des personnages qui sont très réalistes à un point où ça devient comme désagréable. Tu sais, genre, je vais aller comme chez nous, m'asseoir dans ma chaise puis rien faire. Et au final, je suis juste comme, d'autres, pourquoi on joue? Je pense que c'est important de comme, se poser ce genre de questions-là. Puis à la création de personnages, c'est justement un merveilleux moment aussi entre les joueurs de se dire OK, guys, on est où dans cette histoire-là? On est tous des aventuriers ou on est tous des aventuriers, plus il y a Paul, le fermier, qui ne s'est jamais rien fait de sa vie. T'sais. Fait que c'est intéressant, je voulais seulement le mentionner à ce propos. Mais concernant mes questions, j'en ai une première qui était, dans le fond, si, puis là, c'est un point de vue, la première question, c'est vraiment d'un point de vue de genre un jeu qui a des classes de jeu, des classes de personnages, ce n'est pas tous les jeux de ce monde. Et par exemple, si votre personnage devait changer de classe, admettons qu'il montait de niveau, admettons qu'il devrait refaire sa vie. Puis je parle vraiment de classe, ça serait laquelle et pourquoi? Et pourquoi est-ce que je considère cette question-là intéressante d'un point de vue dans une partie où que c'est ce type de, on va dire, ce cadrage-là existe? C'est parce que, dans le fond, on a souvent une idée qui est parfois très, je dirais, pas nécessairement péjoratif, mais caricatural de ce que représente une classe. On va dire, le paladin, il est comme ça. Le voleur, il est comme ça. Le guerrier, ben, le guerrier, c'est comme lui qui n'a pas de saveur. C'est souvent ça. Et genre, même si je ne suis pas d'accord avec cette exclamation, Désolé le pour tous les barbare, guerriers du ouais. monde. Non, mais j'adore en plus les guerriers. C'est une de mes classes préférées. Le barbare est comme ça. Et le fait de se poser cette question-là, ça permet de se donner, dans le fond, une certaine profondeur à se dire OK, mon personnage, c'est l'artificier de la gang, mais s'il n'était pas artificier, il serait quoi? Et comme ça permet de pouvoir, mettons que tu es comme moins à l'aise justement à devoir créer des personnages super complexes et super complets avec 1000 facettes de personnalité. Ben, juste de te dire, mon personnage, il serait un artificier, puis s'il ne serait pas artificier, ben, il serait
Ranger. Mais pourquoi est-ce qu'il serait Ranger? Ah, parce qu'il aime la nature. Fait que, bref, c'est seulement de se plonger un peu plus, vraiment d'un point de vue mécanique, pour pouvoir approfondir en fait l'histoire de ton personnage. Et je pense que ça peut être un bon outil pour des personnes justement qui sont peut-être moins à l'aise avec tout ce qui est plus narratif et création et tout ça. Deuxième question, c'était la pire chose que votre personnage a jamais fait et pourquoi? Et en fait, pourquoi est-ce que j'aime cette question-là? Bien, deux facettes. La première étant, c'est la limite du personnage, la limite morale du personnage. En fond, qu'est-ce qui est arrivé pour que le personnage brise, en fait, sa limite ou sa ligne, dépasse ce qu'il ne devrait pas faire? Et ça permet aussi justement de concevoir qu'est-ce qu'il considère comme étant terrible de son point de vue. Parce que je dis pas de. La question n'est pas tournée du joueur. Qu'est-ce que le joueur pense que son personnage a fait, c'est qu'est-ce que le personnage a trouvé qui a fait de terrible. Fait que c'est vraiment la limite du personnage qui est mise de l'avant. Et encore une fois, ça permet pour le maître de jeu, en fait, de jauger, de se dire OK, le gars, il trouve que la pire chose que son personnage n'a jamais faite, c'est de comme avoir menti à un lièvre. Ben, ça se peut que ça aille mal sur le déroulement de la partie s'il faut qu'on commence à tuer genre des trolls. Alors que si on se dit la pire chose que le personnage a faite, c'est qu'il a brûlé un orphelinat puis avec toutes les personnes qu'il y avait dedans, là, tu dis oh, ça se peut que ça vire un peu bizarre aussi avec les autres personnages. Fait que ça permet un peu de jauger la ligne est où, mais aussi, pour le maître de jeu, ça permet d'avoir un outil un peu comme Marika, tu parlais tantôt avec les secrets, à réutiliser plus tard. Parce que c'est sûr, moi, je suis un gars de même, je suis un salaud à ce point-là. Si tu me mentionnes que tu as fait quelque chose de pas correct, je vais l'utiliser à me mener dans la partie. Puis au final, je ne l'utilise pas parce que je me dis que ça va te faire chier, je l'utilise parce que je me dis que ça va faire du bon jeu. Ça va faire du bon jeu autant. Puis des fois aussi, je vais le plugger sans que la personne le sache. C'est pour ça que je trouve ça intéressant à ce moment-là. Et troisième question, c'était si votre personnage ne s'est pas encore installé avec quelqu'un ou s'est pas encore installé, n'a pas acheté une maison puis a commencé à faire pousser un potager puis tout ça, qu'est-ce qui pourrait le motiver à le faire? Et ça, en fait, c'est justement voir aussi la limite du rôle de l'aventurier. Si on joue des personnages qui vont partir à l'aventure, qui vont se lancer dans les méandres d'un mille et une événements aussi grands que incroyables. Et ce questionnement-là me permet, en fait, en tant que personnage, de se dire, est où la fin? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le personnage, à un moment donné, va se dire, oh, c'est correct, là. Je vais m'acheter une maison puis faire pousser des potirons. Tu sais. Fait que, autant d'un point de vue, j'aime ça de se dire, de se poser la question pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je veux atteindre ce niveau-là qui me permet de prendre, on va dire, cette retraite, mais ça permet aussi en même temps de se poser la question qu'est-ce qui est arrivé au début pour que tu te lances à l'aventure. Et il y a comme une espèce il y a tout le fait de pouvoir jouer entre ces deux moments de temporalité-là précises, mais c'est aussi de se démontrer que, genre, j'aime ça de me dire que t'es pas juste un aventurier. On dirait que j'ai comme de la misère avec ça, des parties où t'es vraiment juste comme ah ben tu sais, on remplit des contrats, puis yeah! On fait des trucs d'aventurier. J'aime ça qu'il y ait un concept qui vient en fait expliquer le pourquoi est-ce que tu t'es ramassé sur la route, puis pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais présentement. Puis tu sais, ça n'a pas besoin de s'expliquer non plus à la première partie, ça peut s'expliquer plus tard, mais c'est le genre de choses que j'aime réfléchir dans le contexte de soit en tant que maître de jeu pour les joueurs avec moi ou en tant que personnage aussi. Ouais, Si je peux me permettre, par rapport à ça, je pense aussi que cette question-là, ça fait en fait participer une certaine authenticité à ton personnage parce que il n'y a aucun bonhomme qui fait juste remplir des contrats un après l'autre. Il faut que tu aies un ancrage à un moment donné, quelque part ou avec quelqu'un. Puis je pense que c'est ça qui vient donner de la profondeur justement à nos personnages. Et ça, même si on s'entend quand on joue, on fait des aventures, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un point d'appui quelque part qui existe ou qui va exister. S'il n'existe pas, justement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça ait lieu à un moment donné, que tu t'arrêtes? Je pense que il y a beaucoup de personnages qui finiraient par répondre la mort. Genre, Makila, ça serait sa réponse. Je ne m'arrêterai jamais. Quelle honte. Mais je pense que ça, il y a des personnages qui peuvent avoir une retraite ou qui veulent avoir une retraite. Puis je trouve ça cool comme question. Ça là, oui. Vas-y, Annabelle. Non, mais j'allais juste dire, dans le fond, ça vient rendre le personnage plus trois-dimensionnel. Parce que souvent, en fait, un personnage va naître au début de la campagne puis mourir à la fin de la campagne. Là. Mais tous nos bonhommes, ou presque, là, mais dans le sens que il existe dans ce laps de temps-là, mais un peu, là, il a déjà été enfant, ce personnage-là. Là. Il y avait une maman, il y avait un papa, ou comme pendant quelques secondes de sa vie, au minimum, il y a eu une mère. Puis il y a eu une enfance, il a grandi, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe, mais
il n'est pas né dans l'aventure, il y a eu quelque chose qui l'a mené jusque-là, puis il a un repas préféré, puis il a peut-être pas appris à lire, mais il y a une histoire qu'il aime beaucoup, puis il aime beaucoup cette bâtisse-là. Tu sais, comme, il y a plein Mhm. d'affaires comme ça qu'on ne va pas se mettre à répondre à tous ces questionnaires-là, mais de juste comprendre d'où vient le goût de l'aventure, pourquoi est-ce qu'il est là, puis comme tu dis, Pépé, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va arrêter à un moment donné ou qu'il n'arrêtera pas? C'est une bonne question aussi. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'arrêtera pas? Ça Mhm. peut Mhm. pas juste être genre, est-ce qu'il Ouais. ou ça peut être ça, mais ça peut être aussi un peu moins intéressant pour les gens autour de la table, autour de toi. Tu sais. Puis Mhm. encore une fois, si je peux me permettre, ça revient aussi avec ce qu'on parlait, ce qu'on mentionnait tout à l'heure concernant les attentes autour de la table, parce que, Ouais. encore une fois, si tout le monde est juste en mode on fait une aventure préécrite, puis que tu as le joueur qui est comme c'est une grosse histoire qui fait en sorte que je pars à l'aventure parce que puis ça vient en fait teinter, on dit, son agissement durant la partie euh, aux dépens du plaisir de tout le monde parce Mhm. qu'il pousse trop loin en fait le concept, alors que on dit l'entente globale des gens autour de la table, c'est juste de dire c'est une partie pour le fun, puis on fait juste triper de même, puis avoir du fun, puis se battre. Ben, ça peut aussi, on va dire, peut-être créer certaines tensions. Fait que c'est tout le temps une question aussi d'attente entre les joueurs et le DM et on va dire les joueurs entre eux ainsi que le DM. Mais au final, vous faites bien ce que vous voulez autour de votre table, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut quand même un peu être sur le même diapason avec tout le monde, je crois, dans le moment où est-ce qu'on est dans la conception du personnage à un certain Des point. outils, si vous avez Oui, besoin d'outils. Ouais. exactement. C'est pas des règles. Non, Ouais. exactement. On n'est pas Ouais. contraignant, là, ici. Là. Dans zéro but de barre. Euh, Zéro. Voilà. Et la vidéo, elle va finir, là, puis vous faites ce que vous voulez après. Ouais, Ouais, Je suis là. exact. puis on peut faire des Mhm. fingers devant votre écran de même, comme ça, on n'était pas là. Même déjà, là, Ouais. je sais pas ce que tu fais. Je sais pas. Peut-être que tu t'en fais présentement, la personne est présentement en train de faire des fingers sur l'écran. J'aime mieux ne pas y penser, mais Moi non plus. T'avais-tu une autre question, Pépé? Non, ouais, c'est là, on tout. est à 9 sur 10. Mais Ah, moi, 9 j'en ai sur une 10, autre. mais j'en Ben ai une là, autre aussi d'abord. ok, Vas-y, Ah, c'est ça, ben, vas-y. vas-y, Pépé. Non, vas-y. Ben, ma C'est question toi étant, l'expert. c'est une question vraiment simple, mais en fait, vraiment niaiseuse, mais en même temps, je la trouve vraiment pertinente. C'est qu'est-ce qui fait rire ton personnage? Parce qu'on joue à Donjon Dragon ou on joue whatever, un jeu de rôle. Puis des fois, si on plonge beaucoup dans ce type de questionnement-là, si on est rendu à un niveau où il y a énormément de questions qui permettent de faire la création de personnages à ce point-là, c'est parce que tu t'es dit à un certain point, la quête ou du moins l'aventure, la partie est peut-être un point sérieux, ou du moins elle est prise au sérieux par les joueurs. Mais c'est pas parce que c'est sérieux qu'il n'y a pas de plaisir. Et je trouve ça le fun de se poser la question, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui fait rire ton personnage? Et je dis ça parce que c'est rare qu'un personnage en jeu va faire et là, je pars à rire. Ou souvent, ça va arriver quand un joueur va être dans une mauvaise situation ou quand il va avoir de l'air fou devant quelqu'un. Mais on dirait que des fois, j'aurais le goût que ça soit seulement un peu plus, pas nécessairement enfantin, mais que ça soit plus simple que ça. Moi, ça me fait rire quand je vois un chiot tomber en bas d'une chaise, tu sais. Ben voyons. Ou ça me fait rire. Non, mais tu sais, faire comme un peu plateau, puis il tombe, bloup, puis c'est comme un peu drôle. Ou ça me fait rire quand j'entends quelqu'un faire un pet. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose que je trouve qui est très. En fait, c'est très profond de se poser la question de dire qu'est-ce qui me fait rire de manière niaiseuse aussi. Je trouve que ça Ouais. apporte une profondeur que tu ne penses pas à ton personnage. C'est ça, Puis esti. Ouais. c'est un outil facile pour le DM, encore une fois, si en même temps il y a de la tension dans la partie, si il faut désamorcer quelque chose, de savoir que telle situation est censée faire rire un des personnages, je pense que ça peut juste permettre justement de dédramatiser certaines choses qui peuvent arriver dans Mhm. une campagne qui est super sérieuse et dark, mettons. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut venir renverser la situation assez facilement. Puis parlant de choses qui peuvent renverser la situation assez facilement, nous en sommes rendus à la question poison. Mhm. Ouais, puis elle est quand même difficile ce soir. Non. Ouais, ça OK. va genre vous pourrez pas répondre de façon spontanée, vous allez devoir y réfléchir un OK. peu. Puis genre ça va être inspiration pour celui d'entre vous deux qui répondra en premier. Ouais, c'est ça, Hmm. j'essaie de mettre encore plus de pression. Qui survivra à cet empoisonnement? Annabelle ou Pépé? Je pensais que c'était pas une question. Je sais, qui survivra à cet empoisonnement? Annabelle. Ouais, moi aussi, ça avait l'air J'étais d'être comme. comme, Bon, j'étais comme, OK, cool. C'est le d'accord. fun, ça n'a pas commencé que c'est. OK, vas-y. Ouais, vas-y, c'est quoi? Hein? J'ai mes favorites, Pépé, qu'est-ce que je Ouais, te dis? je sais bien. Il y en a qui Donc, partent prendre une brosse, puis moi, je reste seul à Québec. Fait que c'est quoi? C'est quoi ta question? ma question, c'est quelle question un DM pourrait vous poser pour la création d'un personnage à laquelle vous auriez extrêmement de difficultés à répondre?
Évidemment, on a en tête une campagne longue. Là, pour un personnage que vous créeriez pour une campagne longue, cette question-là s'affiche dans votre écran, dans le formulaire, et vous vous dites, oh là là, comment je vais répondre à cette question-là? Quelle serait cette question? Est-ce que toi, tu as une réponse à ta question? Non, moi, je réponds jamais aux questions poison, c'est moi le Non, boss. mais je trouvais que ça permettait d'avoir, en tout cas. Mais, Le bonne but, c'est que tu aies de la misère, question. Pépé. Oui, je sais. Annabelle, est-ce que tu as déjà une réponse? Oui. Vas-y. Moi, c'est ta question, en fait. Quelle est la pire chose que le personnage ait jamais faite? Hmm. C'est tough! C'est tough à répondre. Puis je pense à tous mes personnages, puis je suis comme, mais c'est difficile parce que non seulement, tu sais, la plupart des questions que moi, je vais répondre dans mon questionnaire, c'est des questions que je peux répondre spontanément. Que je vais pas faire comme, ah, ça, tu sais. Puis au Mhm. pire, mon imagination va se développer au fur et à mesure que je vais écrire. Mais pour moi, un questionnaire, c'est vraiment des outils de, d'écriture automatique, là, de répondre à une C'est question pas tout de censé suite. te bloquer, là. Je suis pas censé me bloquer. Je veux faire ça pour débloquer, tu sais. Exact. Fait que si j'arrive devant cette question-là, là, il faut se mettre à réfléchir sur plusieurs aspects. Tu c'est quoi les valeurs de mon personnage? C'est quoi son passé? C'est quoi son opinion d'elle-même? C'est quoi son opinion sur le mal? Puis là, ça vient comme une grosse question. Je peux pas répondre juste comme elle a fait une jambette. Puis si oui, ça peut être ça, là, mais comme on dirait que j'ai pas le goût que ça soit juste ça. Je veux que ça donne une Mhm. signification, une importance dans sa vie parce que c'est même si moi, je me dis, Annabelle, c'est quoi la pire chose que j'ai fait dans ma vie, on dirait que je suis pas capable de répondre tout de suite. Puis ça va en dire long comme sur moi-même. Mhm. Mhm. Fait que je trouve que c'est une question difficile à répondre. OK, excellent. Boum, Pépé! Wow, OK. Je prends ça en note. Je pose des questions de marde. Pas de C'était marde, ça, c'est la Moi, morale. difficile. Non, non, ouais. c'était ça, la C'est ça la morale. morale de la fin de vidéo. De Ils mon m'ont niaisé. côté, de mon côté, ce serait pas une question précise plutôt que, je dirais, un type de question. C'est tout ce qui, puis c'est un peu plate là, à dire de même, mais c'est toutes les questions qui vont me demander de mettre en valeur mon personnage, en fait. Parce que Mm. moi, je suis un joueur qui est très dans le drag down. J'aime ça jouer des personnages qui sont plus pathétiques. J'aime ça jouer des personnages qui ont un peu plus de difficultés. J'aime ça jouer des personnages qui, tu sais, on parle d'exemple justement de Stormwreck Isle. La campagne a commencé. Là, mon introduction de personnage, c'est qu'il vomissait par-dessus bord là, du bateau là, Mhm. parce qu'il avait le mal de mer. Fait que de devoir me poser des questions de genre. Qu'est-ce que ton personnage a fait le plus badass dans sa vie? Ben, c'est plate, je vais réfléchir, je vais faire éplucher une patate. Tu sais, je vais comme trouver comme des trucs. Je vais avoir de la difficulté en fait à atteindre le niveau attendu par le maître de jeu. C'est surtout ça, je pense. Tu sais, si le maître de jeu me dit OK, c'est une partie full épique. Tu sais, mettons, là, il y a une mise en contexte. Là, tout le monde ride des griffons, puis là, vous êtes en train d'aller vous battre contre une genre de planète mutante qui crache du feu. C'est quoi que ton personnage a fait de plus hot avant d'aller faire ça? Mais là, je vais faire. Si elle sait pas! J'ai vraiment de la difficulté à comme devoir aller dans ces zones-là, de me dire mon personnage a fait des trucs hot ou que genre mon personnage il a déjà. En fait, tout ce qui va toucher le très high fantasy, je pense que j'ai plus de difficulté. Des questions qui vont comme aborder des concepts très très high fantasy, de genre aller comme dans un royaume sous-marin au travers des sirènes puis jouer de la flûte devant le roi Triton. Là. Je pense que j'aurais comme vraiment de la difficulté à devoir élaborer ce genre de choses-là parce que je pense que c'est juste le genre de truc qui me stimule moins, au final. Hmm. Ouais. OK, bravo. Vous avez survécu à la question poison. Bien Mais joué. Annabelle gagne. Oui, point d'inspiration pour Annabelle. Parfait. Yeah. Voilà, bien joué. Et bien, c'est tout pour nous, pour l'épisode 27. Merci, Pépé et Annabelle, d'avoir accepté l'invitation dans mon refuge de sorcière et d'avoir survécu à cette question poison. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous comptez peut-être à partir de maintenant utiliser des questions pour faire votre background ou pas, on vous invite à cliquer sur la petite cloche sur notre page YouTube pour savoir ce qui s'en vient, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les semaines qui s'en viennent. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Si vous avez
des petits sous dans le fond de votre sacoche ou dans le fond de vos poches, eh bien, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. Nous sommes un peu actifs sur Instagram. Vous pouvez voir Annabelle et moi qui allons boire des pintes de cidre. Voilà, donc quelquefois, on met des trucs. Et on vous invite donc à continuer à nous suivre puisque c'est important d'avoir justement votre soutien. Et si vous avez des questions qui vous viennent en tête, ben, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. On est toujours avide de construire nos historiques à partir des questions qui nous sont lancées comme ça. Et peut-être même tenteriez-vous de nous dire quelle est, vous, votre question qui vous ferait vous arracher les cheveux sur la tête si ça se retrouvait devant votre écran. Voilà, on veut vous entendre et ça nous a fait plaisir également de partager cette vidéo avec vous. On se dit à la prochaine fois. Bye tout le Au monde! Bye! revoir. Merci, Marika. Au revoir. Merci, Marika.